Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu des nouvelles technologies. Et les événements qui ont eu lieu aux États-Unis la semaine dernière étaient probablement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et même s'il était prévu d'amener ce vase à la déchetterie, l'occupation du Capitole par plusieurs soutiens exacerbés de Donald Trump a tout de même déclenché quelques faits marquants dans l'actu tech. Parmi lesquels le blocage des comptes personnels du président sur plusieurs plateformes, c'est quelque chose, et notamment son canal fétiche, vous le savez, Twitter. On vous parlera également des enquêtes qui sont menées avec de la reconnaissance faciale, de la coordination sur Reddit. Et puis, il est jamais trop tard, des nouveaux bannissements de comptes attachés au mouvement complotiste QAnon. En ligne de mire, toujours cette section 230 qui définit la manière dont sont encadrés les sites tels que les réseaux sociaux. Mais l'actu tech, c'est aussi le CES 2021, et le CES 2021, c'est à nouveau dématérialisé ou digitalisé, ou en ligne en tout cas. On vous listera quelques annonces, des écrans incurvants, il va falloir s'habituer au terme, des écrans transparents, des écrans déroulants, il y en aura pour tous les goûts, vous verrez. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à l'actu tech ce que le Capitole est à la démocratie américaine, votre chroniqueur tech favori qui a préparé cette émission, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Oui, salut, voilà. Moi, j'ai pas trop été attaqué là dernièrement, ça va, heureusement. Tu as été préservé en tant que rempart, effectivement, de l'actu tech. Bon, tant mieux, on t'a gardé pour cette émission, pour cet épisode 211, c'est quelque chose. Et puis, pour la première fois dans Tech Café, nous accueillons une toute nouvelle voix qui vient nous partager sa vision de la tech. C'est Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital. Salut Valentin. Salut, merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait partie, Siècle Digital, des sources qui ont pu être relayées régulièrement dans le podcast et qu'on aime suivre. Donc, ça fait évidemment très très plaisir de t'avoir là avec nous pour cette émission. Plaisir partagé. Allez, un avis Apple Podcast à relayer quand même, avant qu'on aborde nos news tech. C'est Lightman18 qui l'a déposé sur Apple Podcast, donc un modèle d'intro, dit-il. Alors vous allez voir, il a cerné des petits aspects des coulisses. Il dit « Guillaume Vendée, lire un texte en donnant l'impression que c'est du langage parlé naturel est tout un art. Voir le texte d'intro dans la description et entendre la manière dont tu le récites est un bonheur. Bravo. Beaucoup devraient en prendre de la graine. Note, quand Guillaume P n'est pas là, je suis déçu. PS, j'aimerais contribuer financièrement si je le pouvais. Écoute, pas de regret. Moi, je préfère que les personnes qui soutiennent le podcast le fassent parce qu'ils en ont les possibilités et que c'est pas du tout compliqué pour eux. Mais du coup, ce que je propose, c'est que vous qui écoutez le podcast, tout comme Lightman18 et qui avez peut-être moins de contraintes à soutenir financièrement des podcasts indépendants, vous devriez rejoindre la plateforme Patreon, patreon.com/techcafé. Vous allez rejoindre une communauté de plus de 200 soutiens qui bénéficient notamment, vous le savez maintenant, d'un flux privé du podcast garanti pour toujours 100% sans aucune pub, du chapitrage des émissions et des infos exclusifs. Un petit clin d'œil à Gore, Eric Hoffman et Gregor Swinus qui soutiennent le podcast. Rejoignez aussi notre serveur Discord, vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur cet espace d'échange. Et puis foncez aussi suivre l'actualité tech diffusée sur le compte Instagram Tech Café Podcast animé par Mathieu. Tout ça pendant que vous écoutez probablement ce podcast, vous pouvez faire tout ça en parallèle, je connais, vous êtes multitâche. Sans autre forme de procès, on va attaquer avec effectivement un premier dossier d'actualité. Le piège, ça pourrait être de passer à côté de tous les éléments de tech sur ce sujet d'actualité fort. Vous avez probablement vu dans l'actualité les images des soutiens de Donald Trump qui ont été assaillir le Capitole. On va pas redonner tous les détails de l'intervention, mais on a quand même pas mal d'éléments qui tournent autour de la tech. Guillaume, tu as suivi ça de près? Oui, on savait qu'il allait y avoir une grosse manif de sympathisants de Trump, donc le 6 janvier dernier. On craignait les débordements, les commerces commencent à avoir le coup pour se barricader, pour barricader leur vitrine là-bas. Bon, moi honnêtement, je suis pas vous, mais moi, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin, quoi. Il faut dire que le Capitole n'avait pas été attaqué depuis 1814. T'imagines ça? Ah oui, effectivement. Ouais, c'était à l'époque, les Anglais, en pleine guerre, l'avaient détruit et brûlé. Donc à l'époque, les États-Unis avaient envahi des parties anglophones du Canada, qui étaient britanniques, et bon, la guerre a duré 3 ans et personne ne l'a gagnée. Bon, mercredi dernier, c'était vraiment très différent, quand Trump a dit à ses partisans de marcher sur le Capitole, ils l'ont fait. Voilà, ils vont dedans, ils interrompent la certification des résultats de l'élection, ils s'installent pour fumer de la weed dans les bureaux des parlementaires. Ils emportent des meubles, des ordinateurs, au désespoir des ingénieurs de sécurité informatique.
Ils se prennent un selfie improbable avec des statues, et surtout, ils hurlent de colère dans la tentative d'insurrection la plus foutraque qu'on ait jamais vue, je pense. Alors, insurrection, sédition, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu ces mots-là, alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que certains disent « Ah là là, il faut pas parler à tort et à travers ». Eh ben, techniquement, ces mots conviennent, puisque le Larousse indique une insurrection, c'est l'action de se soulever contre le pouvoir établi pour le renverser. Bon, c'est pas les abondants témoignages des manifestants qui vont contredire ça. Et la sédition, c'est une insurrection concertée et préparée, toujours selon Larousse. Là encore, si on allait aux bons endroits, c'est-à-dire sur Gab, sur Parler ou sur MeWe, il n'y a pas de mystère. Les appels à la violence le jour J représentaient 80% des posts les plus lus sur The Donald et Jared Holt, donc un journaliste sur NPR, qui relate le surcroît de trafic sur les réseaux avant et surtout le nombre de discussions sur la logistique et la préparation de l'attaque. Bon, voilà, un véritable coup d'État, donc, puisque toujours selon Larousse, moi Larousse adoré, c'est une action de force pour renverser les pouvoirs publics menée par une faction de gouvernants. Eh ben oui, mais c'est Trump qui a attisé les flammes depuis des mois, et c'est lui qui a démarré la marche, donc la définition est aussi valide. Bon, pour un coup d'État, c'était assez naze. Manifestement, quand même, Au fond, c'est un peu un fail. Quoique. Faux, c'est heureusement, parce qu'heureusement, il n'y a pas eu l'armée ni rien, donc effectivement, en tant que coup d'État, c'est un peu pourri. Manifestement, une part significative des participants se rendaient pas vraiment compte, en fait, de la gravité extrême de leurs actes. Bon, il y en a d'autres, par contre, que, ils étaient très violents. Avec les flics, ça a été vraiment très très brutal, quand même. Il y a un mec d'Alabama qui est quand même venu avec 11 bombes et des armes lourdes, comme un autre qui voulait shooter Pelosi au fusil d'assaut. Bon, pour le moment, il y a 6 armes qui ont été retrouvées, 52 arrestations, notre chaman favori, Jack Angeli, le mec à cornes, là. Lui, il avait une lame, il avait une lance avec une lame. Une lance, ouais. C'est quand même, très fort. Donc les armes, alors il faut savoir que les armes sont interdites à Washington DC, et c'est une des raisons pour laquelle il y a eu que 5 morts, parce qu'en fait, la plupart des manifestants étaient désarmés. Bon, t'imagines ce que ça aurait pu donner dans un autre état. Ça aurait pu être un véritable cauchemar, en fait, on est passé à côté d'une véritable horreur. Bon, étant donné la mollesse des flics en plus, surtout au début, les mecs auraient pu passer la nuit là et faire un Twitch barbecue dans l'hémicycle, c'était bon. Parce que la plupart des insurgés étaient à visage découvert, donc ils ont été filmés, photographiés des milliers de fois, et puis c'est pas comme si en plus ils étaient discrets sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a Clearview AI, donc on en a parlé plusieurs fois, qui marche à plein régime, c'est chez les flics, et pas que chez les flics, parce que les internautes aussi mettent à jour un dossier énorme, crowdsourcé, de l'attaque, pour identifier tout le monde. Donc actuellement, la dernière fois que j'ai regardé, c'était hier, je crois, c'était 350 gigaoctets de données qui sont disponibles via Reddit et qui contiennent des données de toutes les plateformes, et même les lives, en fait, qui ont été diffusés. Bon, en fait, c'est probablement la chasse à l'homme la plus facile qu'on ait jamais vue, étant donné que 80% des gars sont des grandes gueules bien connues. Il y a Angeli, le loup de Yellowstone, il y a Adam Johnson, c'est le déménageur de Pelosi, lui, et il y a Derek Evans aussi, qui a poussé l'idiotie jusqu'à faire un Facebook Live de l'attaque. Bon, il a été arrêté par les fédéraux 2 jours plus tard. Donc la liste continue de s'allonger, autant pour ceux qui veulent croire contre toute évidence au complot Antifa, c'est les 15 énergumènes qui ont déjà été interpellés dès vendredi dernier, donc, qui étaient tous sauf d'extrême gauche, et ça va pas s'arrêter là, c'est un événement historique qui aura des conséquences historiques. Moi, ce que je retiens à ce stade, c'est la pluralité d'ailleurs des participants. On a vu une multitude de drapeaux, de mouvances particulièrement douteuses qui faisaient partie de ce mouvement. Là où ça m'intéresserait d'avoir ton regard, Valentin. Bon, d'une part, ce serait que tu nous partages un petit peu comment tu as perçu ça, si tu as des sentiments à titre personnel sur ce qui s'est passé, et surtout, est-ce que c'est l'archétype des mauvais usages de la technologie d'aujourd'hui, toi qui suis beaucoup les usages digitaux de par l'animation sur le site web de siècledigital.fr, est-ce que ça fait partie de ces grands enjeux de la tech qui sont catastrophiques et qui ont été exploités à mauvais escient, ou est-ce que c'est tout simplement le reflet d'une politique catastrophique qui est celle de Donald Trump et on peut pas beaucoup reprocher à la tech de pas avoir plus limité les problèmes que ça? Alors mon regard plutôt personnel, il est plutôt assez apeuré parce que je transpose assez facilement ce qui s'est passé aux États-Unis avec le mouvement QAnon, avec ce qui peut commencer à naître chez nous en France et avec les prochaines élections présidentielles.
Après, on peut faire des hypothèses, on peut extrapoler, mais c'est difficile de se prononcer. Mais c'est pas réellement rassurant parce que les États-Unis nous ont beaucoup regardé avec les gilets jaunes, qui étaient quand même loin d'être aussi farfelus et aussi complotistes que ce qui s'est passé aux États-Unis avec la prise du Capitole. Mais voilà, mon sentiment personnel est que c'est pas vraiment rassurant pour l'élection à venir en France. Au-delà de ça, l'impact et l'enjeu des technologies, je le vois plutôt, enfin, comme les réseaux, sur les réseaux sociaux, leur problématique, c'est que on a le droit de s'y retrouver, c'est communautaire, on peut créer des groupes Facebook, etc. Sauf que c'est difficile d'identifier et de pénétrer des groupes qui sont en train d'organiser de tels événements, à moins qu'effectivement ils aient pu évoquer la présence d'armes, la présence de bombes, etc. Donc l'impact de la technologie et le côté communautaire, pour moi, il est c'est difficile d'empêcher ces personnes-là de se réunir et de parler, parce qu'elles peuvent très bien aussi parler de choses et d'autres. On a vu aussi beaucoup sur les réseaux sociaux des gilets jaunes qui s'étaient mariés entre eux, qui s'étaient découverts à ce moment-là. Donc il y a aussi ces gens-là ont le droit d'avoir une vie communautaire sur les réseaux sociaux et de y être banni. En revanche, ça pose aussi beaucoup de questions sur la capacité de ces grosses plateformes-là qui étaient déjà en alerte H24 pendant les élections présidentielles américaines. Post-élection, l'attention s'est peut-être un petit peu relâchée et ça a peut-être aussi laissé une brèche dans l'organisation de ce qui s'est passé au Capitole. Pour moi, il y a eu un tabou qui a été levé dans le cadre de ces événements au Capitole. Il y a aussi probablement la proximité de la fin de la présidence Trump, qui facilite peut-être un certain nombre d'actions de la part des plateformes. Mais il y a eu dans les actes quelque chose qui a été suffisamment fort, suffisamment symbolique, qui a permis aux réseaux sociaux de se dire non mais là, on n'a plus de questions à se poser. Les comptes personnels du président doivent même être fermés. Alors c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va continuer un petit peu d'analyser le sujet, Guillaume. Mais effectivement, les réseaux sociaux ont réagi notamment en bannissant les comptes de Donald Trump, les comptes personnels. Oui, écoute, première conséquence tech immédiate, les réseaux sociaux sont bien emmerdés quand même. Donc, parce que là, après une première suspension dans l'urgence, finalement, Donald Trump est devenu persona non grata sur à peu près tout Internet. Donc Facebook et Twitter l'ont suspendu, Reddit aussi, Snapchat, Twitch l'ont aussi bloqué. Il y a TikTok qui vire ses vidéos, YouTube qui a modifié sa politique pour pouvoir plus facilement faire le ménage. Donc tout le monde... paraît même qu'il a plus son compte Caramel. Il a plus rien. Oh mon Dieu, comment fait-il? C'est vrai que tout le monde prend ses distances, et plus largement, c'est vrai que c'est le grand réveil des plateformes. YouTube réalise qu'il diffusait des vidéos de désinformation depuis des mois, via Epoch Times. C'est incroyable, comment est-ce possible? Bon, QAnon devient radioactif, ses ambassadeurs se font virer de Twitter aussi, comme Ron Watkins, Michael Flynn, et comme Sidney Powell, ex-avocate de Trump quand même, qui est adepte du cul, et qui défendait, pour couronner le tout, une théorie, accrochez-vous, c'est pas mal ça, selon laquelle les démocrates avaient utilisé un logiciel de hacking fait par Hugo Chavez et les Chinois pour truquer les machines à voter. On dirait un assemblage par une intelligence artificielle douteuse d'une série de mots. C'est Hugo Chavez, ce codeur de génie, donc mort en 2013. Bon, ça fait pas trop rire Dominion, qui fabriquait les machines à voter en question, qui lui ont collé donc un procès pour diffamation. Surtout, d'après Holt, l'allégation de fraude numérique aurait considérablement accru la colère des électro-sceptiques. Donc, Parler est un des principaux réseaux alternatifs, qui a fait les frais de l'attaque. Son application est virée par Google et Apple. Alors, sur la base d'une modération défaillante, et pour finir, de toute façon, Amazon l'a viré de ses serveurs. Donc voilà. D'ailleurs, Parler veut les poursuivre en justice. C'est pas où tout cela va aller, donc tout le monde bouge, mais en gros, exactement comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on en fait le moins possible jusqu'au gros scandale, jusqu'on puisse vraiment plus faire autrement. Bon, les autres fois, c'est pas comme si c'était pas habituel, il y avait des bricoles comme Cambridge Analytica, des fusillades dans les mosquées ou les barguets, des écoles, des universités, voilà, des attentats misogynes, qu'est-ce que tu veux, ça arrive, bon. Puis là, c'est quoi, c'est un coup d'état moisi, ça arrive, non, ça arrive pas, non, ça c'est un petit peu trop gros, donc il y a une grosse lessive, mais qui laisse quand même songeur sur la méthode, tu vois, c'est-à-dire tu te fais taper dessus pendant des années parce que tu modères pas assez, jusqu'au jour où dans l'urgence tu vires des comptes, carrément tu bloques tout et on te tombe dessus pour censure. Bon, évidemment, tout vaut mieux que d'être complice d'une autre joyeuseté dans le style de l'attaque du Capitole qui pourrait arriver dans les 8 jours qui viennent. À un moment, comme l'a dit Lindsey Graham, ex-soutien de Donald Trump à veste rotative, trop, c'est trop.
On est dans la gestion des risques, clairement, et on ne sait pas s'il peut y avoir à nouveau des actions. Moi, j'ai le sentiment, comme ça, à chaud, si je devais me prononcer en fine analyste que je suis, qu'il peut pas y avoir de nouvelles actions de ce type, parce que, ça y est, le coup d'alerte est trop fort, mais effectivement, je pense qu'il y a matière quand même à surveiller tout ça. Tu penses, Valentin, qu'il y aura un avant et un après en matière de modération, toi, sur les plateformes, notamment sur les réseaux sociaux? Alors je pense que l'après, il va être dans la régulation d'effectivement qu'est-ce qui peut être modéré ou pas, mais effectivement l'avant et l'après pour moi, il va plutôt être sur l'impunité des comptes personnels des personnalités, qu'elles soient politiques ou pas politiques. Enfin, beaucoup de gens sont insurgés que que le compte de Donald Trump puisse être supprimé un petit peu partout. Mais c'est un compte personnel. Si on se base sur enfin voilà, il a joué pendant très longtemps avec les limites de ce qui était possible et ce qui était autorisé. Au bout d'un moment, voilà, là c'était la fois de trop, et effectivement, bah voilà, son permis de tweeter lui est retiré, de la même manière qu'on pourrait retirer peut-être indéfiniment à une personne son permis de conduire. Mais d'un autre côté, c'est pas le compte POTUS qui a été supprimé. La voix du président américain officiel et étatique, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle est pas supprimée. Donc je pense que on juge peut-être à tort le fait de déplatformer ou déplatformiser, je sais pas comment on peut dire, qui était un peu le terme qui est souvent revenu dans les médias américains aux États-Unis. Donc pour moi, l'avant et l'après sera plutôt sur l'impunité de beaucoup de personnalités qui peuvent se sentir protégées de par leur statut, contrairement à leur compte étatique. Et peut-être qu'aussi les réseaux sociaux vont se mettre à obliger des personnalités politiques à avoir des comptes officiels, et qui eux vont être soumis à des règles un peu différentes, mais aussi les messages qu'ils vont devoir publier ou pouvoir publier sont peut-être soumis eux aussi à des règles différentes, et peut-être avec un sas de est-ce qu'on peut autoriser ce tweet ou pas. J'ai la conviction, et peut-être que c'est mon regard un petit peu naïf et un peu bonnet de ces événements, qu'il va y avoir des enseignements qui vont en être tirés, et si c'est le cas, évidemment tant mieux. Mais à des tout autres niveaux, on n'a pas parlé dans le dernier épisode d'une ministre chez nous en France qui a vraisemblablement, bon, pas des preuves, hein, mais vraisemblablement utilisé son compte Instagram, qui est, on va dire, son compte Instagram à la fois personnel, mais officiel en tant que ministre d'État, c'est Marlène Schiappa, où elle a vraisemblablement relayé un contenu sponsorisé, comme peuvent le faire les influenceuses et les influenceurs, sur la base d'un contrat, a priori avec une marque de shampoing. Je pense que ça soulève là aussi toutes ces questions, la place des comptes à titre individuel et des comptes officiels. Tu as raison. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus facile quand on a des arbitrages à faire sur des contenus qui sont répréhensibles. Je pense que là, il faut arrêter de se poser trop de questions et passer à l'action, et plus être dans l'hésitation comme on a été longtemps pendant ces derniers mois et ces dernières années. Guillaume, à quoi on peut s'attendre pour les mois et les années à venir, là ? Bah écoute, dans son incroyable génie stratégique, Donald a réussi une performance remarquable, se mettre littéralement tout le monde à dos. Bon ok, c'est vrai que se mettre tout le monde à dos, mettre tout le monde contre soi, c'est plus facile que l'inverse quand même, mais tout de même, quand on voit la ferveur avec laquelle certains défendaient Trump dans ses pires moments de gâtisme, on peut qu'être impressionné par le 180 de ces derniers jours. Ça c'est bon. Alors comme il a fait un mandat honorable sur Twitter, avant de s'en faire sortir, sa base se sent trahie, donc il le considère comme un couard, voire comme un traître, au même titre que Mike Pence. Mike Pence d'ailleurs qui, selon le programme des manifestants du Capitole, là, devait être pendu, au passage. Bon, malgré tout, les sénateurs qui étaient dans le Capitole au moment de l'attaque, donc modérément apprécié, je pense, l'expérience de mort imminente qu'ils ont vécue, et donc haï par sa base électo-sceptique, renié par les républicains qui avaient déjà du mal à le suivre dans son délire, Trump va peut-être réussir à réunifier un petit peu la politique de son pays, à le rendre, par son départ, great again. Surtout s'il y a destitution de le retour. Parce que Nancy Pelosi, elle est pas contente. Et l'ingénieur système du Capitole non plus. Déjà qu'il semblerait qu'Office de 365 était compromis au département de la justice, et d'ailleurs que même sans l'aide des logiciels de SolarWinds, les pirates, en complément, auraient réussi à trouver des mots de passe et à s'introduire un petit peu partout.
Mais écoute, on n'avait pas besoin que n'importe qui, son chien, rentre comme dans un moulin dans les bureaux et puisse repartir avec 10 ans de mail sous le bras ou mettre je ne sais quelle clé USB vérolée dans n'importe quelle, n'importe quelle prise. C'est un véritable cauchemar. Donc pour l'ingénieur système de la Maison Blanche, c'est clair, hein, cette entorse à la cybersécurité est inadmissible. Il faut destitution et Nancy y travaille. Bon, Trump a fracturé le Grand Old Party, comme ils disent, hein, comme jamais, puisque entre ultra et modéré, c'est autant la haine finalement qu'entre gauche et droite. Donc la grande question est plutôt quantitative. Hein. Quelle proportion des 74 millions d'électeurs de Donald Trump souhaitent toujours pendre Mike Pence? C'est une bonne question, et puis c'est une question où il y a aussi l'avenir un petit peu de la tech qui se joue. Ouais, effectivement, tu voudrais justement nous parler peut-être un tout petit peu encore une fois de la section 230 ? Oui, parce qu'un semblant de rapprochement entre républicains et démocrates pourrait faire sauter les derniers obstacles à des régulations beaucoup plus sévères. Parce que, pendant ce temps, la concentration continue. Il y a WhatsApp, le 8 février, va changer ses conditions d'utilisation et partager ses données avec Facebook. Donc pour l'instant, c'est surtout une aubaine incroyable pour Signal. Il y a eu l'occasion de... Surtout qu'ils ont eu un coup de promo de la part d'Elon Musk. Absolument, tout à fait, ça aide aussi. Hein. Et donc c'est l'occasion d'ailleurs d'attirer un petit peu plus l'attention des législateurs sur Facebook et WhatsApp. Donc la Turquie vient de geler le processus d'ailleurs de lancer une procédure antitrust. Alors même si perso, j'ai rien contre la ruée vers Signal, hein, bien au contraire, précisons quand même que WhatsApp reste WhatsApp, c'est-à-dire que même après le 8 février, ça reste chiffré de bout en bout, les contacts, la position, les logs, rien n'est transmis à Facebook. Hein. En fait, il s'agit en l'occurrence de données de ciblage publicitaire uniquement. Mais bon, ce qui concerne la 230, pour le coup, là, tu parlais de la section 230, effectivement, là c'est chaud. Donc il y a Ajit Pai qui avait promis de clarifier la loi dans le sens de Trump, il va jeter l'éponge, hein, puisqu'il est sauvé par le gong en gros, puisqu'il part lui aussi le 20 janvier. Et désormais, la 230, elle est plus que jamais en question. Les démocrates, et Biden en particulier, voulaient la changer. La victoire sénatoriale de Géorgie ouvre énormément de possibilités. Et après mercredi dernier, d'une part, ça va devenir une priorité, même pour Biden, qui est pas forcément tech-centré, quoi. Hein. Mais en plus, il pourrait avoir l'appui de pas mal de républicains. Parce qu'après avoir vu ce qu'ils ont vu, ils pourraient ne pas être contre une grosse réforme. Donc, finalement, le ménage qu'elles ont tardivement fait, les plateformes, ne change rien. Il va y avoir des retours de flamme. Et la taille du Capitole, va, si tu veux, probablement changer des choses pour les réseaux sociaux dans un futur proche. Et voilà, ce retour de flamme, Facebook risque de se le prendre au full frontal. Moi, la question que je me pose à ce stade, c'est et quand je vois toujours ce sujet abordé de la section 230, c'est vers quoi on pourrait évoluer. Et je sais pas si toi, Guillaume, déjà tu as une idée, des suggestions, des bonnes idées à partager. Allons-y, hein, on a des tribunes. Les bonnes idées, pas forcément, mais disons que la question principale, c'est plutôt celle du bouclier. C'est-à-dire, tu sais que la section 230, c'est l'épée et le bouclier, hein, donc la possibilité de virer ce qu'ils veulent comme ils veulent, et le bouclier, c'est-à-dire le fait qu'ils ne puissent pas être attaqués pour du contenu posté par leurs utilisateurs. Et c'est bien là le truc, en fait. C'est-à-dire que ça pourrait changer. Déjà que ça a changé pour ce qui est le copyright, pour ce qui est le travail du sexe. Voilà, il y a des possibilités, effectivement, que ça change encore plus profondément dans les mois à venir. Valentin, il y a quelque chose de très pratique quand on est dans un podcast comme ça, c'est qu'on peut avoir une baguette magique et désigner tout ce qu'on aimerait dans un monde idéal. Cette section 230, on voit bien quelle est son origine, on l'a déjà relayé à de nombreuses reprises. Je sais pas si tu es familier avec ce sujet, mais ce serait quoi pour toi la situation d'encadrement idéale pour les plateformes? Parce qu'il faut quand même reconnaître que ça doit pas être facile pour une plateforme comme Facebook, Twitter ou d'autres évidemment d'aller vérifier tout ce qui s'y passe et déterminer ce qui doit y rester et ce qui doit pas y rester. Alors, on est en train de parler d'appel à des coups d'État. Ça paraît évident, mais il y a d'autres sujets qui sont peut-être un petit peu plus sensibles. Est-ce que toi, tu as une idée de la situation d'encadrement idéal pour ce type de plateforme? Alors, à mon avis, c'est quand même quelque chose qui est pas évident. Mark Zuckerberg avait déjà évoqué et déjà martelé le fait que Facebook ne devait pas être arbitre de la vérité. Ce qu'il essaie sous-entendre, régulez-nous, dans le sens où imposer des lois, des règles strictes. Qu'est-ce qui a le droit d'être sur une plateforme? Qu'est-ce qui est considéré comme une plateforme? Déjà, c'est difficile à dire. Si c'est un réseau qui a 100 000 utilisateurs quotidiens mensuels, ou si c'est un autre qui en a 1 milliard. Et qu'est-ce qu'on peut autoriser? Est-ce qu'on peut autoriser ça avait été le cas par exemple avec l'affaire avec le fils de Joe Biden, avec un article qui avait été d'abord avec un label qui avait été supprimé ensuite
sur l'accès aux sources et pour la rédaction de ce contenu-là. C'est quelque chose qui est pas évident, mais effectivement, je pense que au-delà de la section 230, c'est effectivement cadrer qu'est-ce qui a sa place en termes d'information et quels sont les critères de ces informations-là lorsqu'on parle de fake news ou contenu qui peuvent être trafiqués. Dès lors qu'il y a identification, parce que là c'est un travail qui est beaucoup plus simple pour les algorithmes, on supprime ou on met une étiquette dès lors qu'il y a un doute ou dès lors que c'est sur un sujet qui est complexe à analyser ou qui est encore en stand-by, mais ça demande aussi d'avoir un organisme d'État, si je prends juste l'exemple des États-Unis, qui va dicter ou qui va être aussi sur le qui-vive sur certains sujets. Mais c'est quelque chose qui va être, je pense, très très structurel et très structurant sur l'avenir des réseaux sociaux et surtout sur l'avenir de l'information en elle-même. Dès lors qu'on parle de deepfake, dès lors qu'on parle aussi de contenus qui sont publiés par des médias, puis ça peut être des médias alternatifs, où parfois l'usage superlatif, etc., peuvent transformer une vérité, ce qui est difficile aussi à analyser, ce qui est difficile aussi à autoriser pour un réseau social. Et donc, pour eux, je pense que c'est une vraie complexité à gérer et à aborder. Et donc, je pense que comment ça devrait aller, ou dans le meilleur des mondes, c'est que tout devrait venir plutôt de l'État. Mais après, ça va poser aussi des problèmes de conflits politiques. C'est voilà, un coup on a un gouvernement de gauche, un coup on a plutôt un gouvernement de droite, plutôt on a un gouvernement qui va être comme ci comme ça, et il y aura toujours des oppositions sur si c'est le gouvernement qui commence à dicter une vérité ou à autoriser ce qui peut être autorisé ou pas. Ça lance encore un autre débat sur une autre complexité qui est plus là, encore plus profonde. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution idéale finalement, parce que tu dis que ça devrait être dicté ou orienté en tout cas par l'État. Et c'est vrai qu'il suffit qu'on se mette dans la situation de l'année qui vient de se passer, ou même de la présidence américaine qui vient de se passer. On rappelle pourquoi est-ce qu'on suit autant la politique américaine, c'est que les enjeux sur des plateformes technologiques internationales très occidentales, on va mettre de côté un peu les espaces chinois, sont très forts. Donc c'est aussi pour ça qu'on les suit, vous le savez. Il y a des gros problèmes aussi de contexte, c'est-à-dire qu'une information, on pourrait donner des règles qui disent c'est dangereux, c'est de l'appel à des événements violents ou pas. Et puis après il y a le contexte. Là je regardais une citation. Évidemment il peut plus tweeter en son nom, donc c'est des relais de journalistes de Trump qui réagit sur la destination, sur la démarche de destitution, et qui parle de Nancy Pelosi où en gros il dit que si elle continue sur ce chemin, ça pourrait créer de gros dangers pour notre pays. Et susciter de la grande colère, et qui veut pas de violence. Donc là, on est clairement dans une menace. Enfin, en tout cas, le contexte peut tout à fait laisser entendre que c'est une menace. Donc là encore, tout est histoire de contexte. On est dans des situations très très compliquées sur les régulations des plateformes. Évidemment, c'est pas des sujets qu'on va pouvoir définir définitivement dans un épisode de podcast. À notre grand regret, évidemment. On va enchaîner. On va passer à une rubrique. Je sais que vous aimez ces rubriques très technologiques. On va parler du CES, qui n'est plus ce qu'il était probablement, parce qu'il n'y a pas ces mouvements de foule. On peut plus trouver les photos d'illustration des lieux où il y a des tonnes de public qui circulent dans les allées. Il n'y a plus forcément les photos produits, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir la manière dont il est relayé cette année, le CES, qui est assumé complètement virtuel, Guillaume. Ben oui, c'est présentement, maintenant, tout de suite en ce moment même, le CES 2021, un CES qui a pris cher, puisqu'il est virtuel pour la première fois. C'est vrai que le CES 2020 avait de justesse échappé à la pandémie, mais pas celui-ci, qui devient de fait le premier CES sans postillon de l'histoire. C'est à tel point que LG d'ailleurs a choisi une influenceuse sans postillon virtuelle. partagé, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui postillonnent devant leur écran. Ah, c'est vrai. Non, mais sans échange de postillon, sans échange de flux, voilà. Globalement, c'est ça qui est bien. Et c'est vrai que LG d'ailleurs donc a choisi une influenceuse virtuelle qui s'appelle Rhea Kim pour présenter quelques produits. Donc elle a un Instagram assez bluffant, je dois dire. En photo elle est vraiment extraordinaire. En vidéo ça passe un peu moins bien, mais c'est quand même pas mal. Et bon, le CES 2021 c'est un CES plus petit puisqu'il y a dans les 1000 exposants, c'est 4 fois moins que l'an dernier. Mais est-ce que c'est un mal? Parce que oui, on a moins de chances de trouver des trucs délire ou complètement dingos. On se recentre un petit peu sur l'essentiel. Bon, heureusement, on a quand même trouvé quelques trucs marrants, et donc on va faire un petit peu de tour d'horizon. Donc, bon, j'ai classé ça, écran, PC, robot et autres, mais bon, voilà, c'est une manière de le classer, c'est pas classé par marque. Donc, on peut commencer avec les écrans, si vous voulez, c'est allez, allons-y. important.
Hein, si on commence avec des trucs un petit peu sérieux quand même, puisque voilà, c'est les écrans, on a des écrans en pagaille. Donc que ce soit des télés, des moniteurs, des tableaux de bord de bagnole, des tablettes ou des téléphones, l'écran est dans tous ses états, hein, vraiment, puisque donc chez LG par exemple, on citera les télés transparentes. Donc après les transports en commun et les restos, ben voilà, qu'il en crée un pour une chambre à coucher. Donc c'est une TV OLED qui se glisse dans le pied du lit et qui est donc regardable de devant comme de derrière. C'est ça qui est quand même assez rigolo. La transparence est de 40% d'après LG. Bon, c'est 55 pouces et 74 000 euros. Bon, ça fait quand même cher le gadget, mais c'est le début, je dirais. Après, bon, les écrans transparents, c'est marrant, mais aussi les écrans incurvants maintenant. Alors, je précise qu'incurvant, c'est un truc que j'invente. Je sais pas si c'est un vrai mot, mais en tous les cas, c'est comme ça. Mais moi, je pense qu'il faut le retenir parce que je retiens la différence entre pliable et pliant pour les smartphones. Et si on reprend les définitions, en gros, le principe de pliable, c'est que ça peut plier, mais bon, c'est style, c'est un iPhone 6, quoi, tu vois, c'est pas prévu pour plier, ça plie. Et pliant, c'est pensé pour se plier. Donc là, je trouve que au lieu d'avoir un écran incurvable ou incurvé, d'avoir un écran incurvant, ça parle bien, je trouve. Et oui, c'est exactement ça, c'est un écran qui s'incurve à la demande. Donc t'as une télé 48 pouces toute bête, a priori, qui, t'appuies sur un bouton, ça passe à un écran gamer incurvé. Comme ça, c'est vraiment rigolo. Bon, LG est à fond sur l'OLED, c'était un truc OLED, donc il fait des moniteurs aussi pro, des moniteurs 4K HDR. Il fait des TV aussi plus accessibles, dont des TV OLED dont il booste la luminosité, c'est une faiblesse assez connue de la technologie OLED, c'est pas, voilà, la luminosité est un petit peu inférieure. Bon, certains modèles 2021 intégreront aussi d'ailleurs Google Stadia et GeForce Now d'office. Donc certains modèles de 2020 pourront même être mis à jour, donc c'est vrai que pour le cloud gaming c'est vraiment pas mal, ça fait avancer doucement mais sûrement le truc, la pénétration devient de plus en plus importante, puisque voilà, c'est de plus en plus facile à utiliser. À noter que LG fait désormais des écrans qui sont certifiés iSafe, donc qui réduisent la lumière bleue, et qui donc me font réaliser que mon écran n'est pas iSafe, et que donc il est iDangerous. Ce terme pourri. Donc je suis un petit peu perturbé d'avoir un écran iDangerous devant mes yeux là tout de suite, mais bon. Voilà, mais bon, qu'est-ce que je dois continuer à l'info n'attend pas. Donc chez Samsung, maintenant, on montre des télés 8K QLED Neo. Alors le QLED, rappelons-le, c'est du LCD, mais avec un rétroéclairage, avec des Quantum LED, comme ils disent. Ils appellent ça comme ça, et pour faire vite, en fait, c'est des LED qui donnent un blanc plus pur. Les QLED Neo sont donc des mini LED blanches qui sont plus petites qu'avant, d'où le Neo, et donc elles peuvent être en plus grand nombre derrière les panneaux télé. Donc dans les dalles 8K, on trouvera aussi d'ailleurs des processeurs d'upscaling basés sur des réseaux de neurones, qui ressemblent furieusement à du DLSS d'ailleurs de chez Nvidia, donc la solution propriétaire de Samsung, forcément. Donc le DLSS, c'est-à-dire le scaling à l'intelligence artificielle, va se démocratiser énormément. Et au-delà du QLED, le futur, c'est le micro-LED. Alors conceptuellement, le micro-LED, c'est comme l'OLED, c'est la même chose, c'est-à-dire que chaque pixel, chaque sous-pixel, si on veut être précis, est une petite lampe et produit donc sa lumière. Ce qui change, c'est la chimie, en fait, la manière de les produire. Les OLED, c'est des organic LED, donc elles ont des limitations qui sont bien connues, le vieillissement, l'intensité notamment, donc intensité modérée. Alors le micro-LED, c'est des vieilles, c'est comme les LED en fait, comme des bonnes vieilles LED à papa, sauf que bon, elles sont suffisamment petites pour qu'on puisse en mettre 24 millions sur un écran géant. Et à la clé, il y a les mêmes avantages que l'OLED, mais il n'y a pas les inconvénients. Il y a mieux que ça encore, les LED sont plus puissantes, donc on peut faire des meilleurs rendus HDR avec un meilleur écart entre les valeurs les plus lumineuses et les moins lumineuses, d'ailleurs qui c'est 0 puisque c'est éteint, comme pour le LED. Et les micro-LED, Samsung avait déjà présenté ça sous la forme de The Wall. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Oui, The Wall. Oui. Un écran immense pour les pros. Voilà, des modèles plus orientés consommateurs arrivent, ils vont de 88 à 110 pouces. Ça reste extrêmement cher. Je pense que même les trucs à 88 pouces, à mon avis, c'est des trucs qui vont être à des dizaines de milliers d'euros. Mais bon, voilà, c'est comme tous les débuts technologiques, c'est très très cher, mais bon, c'est probablement vers là qu'on se dirige. Et donc, il y a, si on liste un peu les tendances comme ça, une autre tendance, grosse tendance au CES cette année, c'est les écrans enroulables. Donc, il y a eu un aperçu de deux concepts, en fait, de LG et TCL. Donc, le premier est un téléphone qui se déroule pour donner une tablette. C'est un concept qui a déjà été vu chez TCL. TCL qui a d'ailleurs poussé le délire très très loin cette année, puisqu'il a montré une tablette de 17 pouces qui, une fois rétractée, ressemble à un rouleau de métal d'une trentaine de centimètres à peu près. T'as deux rouleaux de métal comme ça, et après tu les comme un parchemin, quoi, tu les ouvres, tu l'ouvres et ça fait un énorme truc de 17 pouces. Voilà, donc les écrans deviennent de plus en plus fins, c'est comme ça qu'on arrive justement à les enrouler comme ça. Donc l'écran de TCL fait 0,18 mm, et les modes de production évoluent aussi. Bon, on commence à les imprimer, en fait, comme avec une imprimante jet d'encre. Donc au lieu d'utiliser des masques et puis de faire évaporer le truc, en fait on imprime on imprime les composants. Enfin, les morceaux des composants. Donc ça permet, c'est moins cher, et ça permet de faire des trucs
plus fin, plus facilement, mais bon, il faut évidemment changer les machines. Donc, les écrans roulables, ben, ça pourrait doucement commencer à devenir une réalité en 2021. Voilà, parce que ça a l'air d'être un vrai produit qui va arriver cette année. Bon, on peut terminer avec les nouveaux tableaux de bord. Je sais pas si ça vous parle, ce qui consiste en des immenses écrans OLED de près d'1 mètre de large, comme les MBUX de MBUX, je sais pas trop comment ça se prononce, de Mercedes, ou alors le cockpit digital de Samsung. Donc c'est des écrans qui viennent d'ailleurs avec des machines complètes, puisque avec il y a des cartes mères qui sont garnies de 8 cœurs et 24 Go de RAM pour Mercedes, et d'une solution avec Exynos V9, un octa-core A76 pour Samsung. Voilà, quand je pense que les télés cathodiques et les LED partout qu'il y avait dans K2000 nous faisaient rêver en 82, ça a bien changé. Valentin, tu nous as confié avant l'enregistrement de l'émission avec beaucoup d'humilité et de transparence que c'était pas forcément le truc qui t'intéressait le plus, les technos d'affichage, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir justement ton regard éloigné de toute expertise d'affichage technologique. Quand on parle d'écran transparent, quand on parle d'écran qui intègre des plateformes de jeux vidéo, de cloud gaming comme Stadia, quand on parle d'écran qu'on peut enrouler, dérouler, peut-être se mettre autour de la taille bientôt, est-ce que c'est des choses qui, en termes d'usage, pourrait te convaincre? Est-ce que tu y vois des cas d'usage intéressants? On va mettre de côté le prix de tous ces trucs-là pour l'instant, mais on va essayer d'identifier plutôt dans un monde idéal, toujours avec la baguette magique qui fait qu'on fait ce qu'on veut. Qu'est-ce qui t'intéresserait toi en tant qu'individu dans un intérieur? Alors, le problème, ce que je trouve notable, c'est quand même arriver à intégrer Stadia dans une télé. Stadia a déjà réussi à supprimer le côté un peu matérialiste de la console, ce qui va être le cas aussi avec GeForce Now, ce qui va probablement aussi nous dire que bientôt, en fait, il y aura peut-être plus de console. On aura peut-être juste un abonnement avec Sony, avec peut-être pas Nintendo. Nintendo, je pense qu'ils font des vraies consoles et c'est pas vraiment le même délire, mais Xbox et Sony, et après on aura Stadia. Puis je pense qu'on n'est pas à l'abri que Amazon aussi se lance dedans. Donc je trouve que le côté d'intégrer directement dans les télés ces moteurs-là, surtout qu'on va avoir de meilleures connexions, une meilleure connectivité en intérieur avec de meilleures connexions internet, c'est assez marquant sur ce que ça réserve, je pense, sur l'avenir un peu du divertissement dans les années à venir. Au-delà de ça, après, ce que je trouve assez intéressant, je trouve que la télé, c'est quelque chose d'assez ostentatoire. Je viens pas d'une famille où on regardait beaucoup la télé, même si j'ai beaucoup regardé la télé, mais plutôt pour ses contenus et pas pour sa qualité d'image. Je suis plutôt gamer PC, donc j'ai pas toujours besoin de jouer avec un bon écran. Ce qui m'intéresse beaucoup, mais en fait, c'est ce qu'on va faire de ces télés, de ces écrans-là. Pour l'instant, on parle beaucoup on voit le côté consommateur. Moi, ce que j'essaie de me projeter plutôt sur le côté. Alors c'est un peu bête, mais comment ça va être dans 10 ans? On est dans une société déjà qui est poussée par les écrans. Depuis les années, la télé est toujours là, mais depuis les années 2000, on commence à pousser ça de manière beaucoup plus avancée, beaucoup plus réduite, et je vois ça un peu de manière intégrée un petit peu partout en fait. On a déjà de plus en plus d'affichage dans les arrêts de bus avec des écrans, etc. Peut-être que bientôt j'ai oublié ce nom, on avait les affiches de films là, on avait un truc qui tournait. J'ai pas du tout le nom. Ah mince. Je pense qu'on voit, ça ressemblait un peu, c'est pas une sucette, mais c'était quelque chose on avait des affiches de films, c'est quelque chose d'assez cylindrique et très grand. Voilà, peut-être qu'on aura des écrans qui vont servir à ça, peut-être qu'aussi l'intégration de ces écrans-là dans des magasins. Les trucs exemple, dans les grandes villes qui tournent sur eux-mêmes, là, c'est ça? Les trucs mécaniques. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai absolument pas le terme, je savais pas que ça avait un nom, ces trucs. C'est très très bête, mais ça a un nom, et là je me retrouve, voilà. Un peu coincé. Bon, on visualise effectivement, je pense. C'est les grands trucs qui souvent il y a 3 affiches qui tournent sur. Enfin bon, le truc tourne dessus, mais. C'est ça. Mais la souplesse des écrans va nous permettre d'avoir, je pense, des expériences qui sont super en magasin, des expériences d'affichage ou de publicité qui vont être super dans des lieux de réception, peut-être dans des concerts aussi. Voilà, je vois plutôt le côté plus grand, plus large et peut-être un peu plus futuriste que avoir une télé qui s'enroule au bout de mon lit. Ouais, tout à fait. Moi, ce que quand même que je vous fasse part de ma réflexion de ces derniers jours, c'est que je me suis dit que j'étais de plus en plus intéressé par la transparence des écrans. Et quand je commence à voir des écrans transparents, au début, je pense même qu'on avait eu des premiers concepts, Guillaume, qu'on avait identifiés dans des précédents épisodes de Tech Café. Je considérais que c'était du futurisme pour le plaisir, un petit peu comme dans le film
Comment il s'appelle ce film avec les précogs là. Alors j'oublie à chaque fois le titre. Minority Report. Merci. Minority Report, c'est le titre de film que j'aurais le plus cherché dans toute ma vie, je pense. Mais il y a une espèce de futurisme dans ces écrans un peu transparents qui finalement sont pas très intéressants. Moi, ce que je trouve cool aujourd'hui avec les écrans transparents, c'est qu'il y a un marqueur culturel fort autour de l'écran qui devient presque problématique. Aujourd'hui, je le vois, on le voit dans un intérieur, souvent dans le salon. Le truc sur lequel tu conditionnes ton mobilier, la position de tes meubles, c'est l'écran. Encore aujourd'hui, on se dit comment est-ce que je vais positionner ma télé, et après il y a plein d'autres meubles qui tournent autour. Ou alors je fais partie de ces espèces de psychopathes qui sont dans cette situation. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur techcafé.fr. Mais j'ai l'impression que c'est encore le cas de beaucoup de monde. Et ça pose encore une forme d'importance de la télé qu'on allume peut-être à outrance et sur laquelle ça correspond pas forcément à des usages intelligents ou raisonnés. À ça se rajoute évidemment le fait qu'on a des mobiles, des tablettes sur lesquelles on a de plus en plus de consommation. Et je me dis que si on avait plus d'affichage transparent, alors c'est très très futuriste ma vision, et c'est pas très peut-être que je serais mort, ce sera pas encore en place, mais je me dis si on avait toute l'information vraiment utile qui s'affichait à travers des technologies transparentes sur les vitres des transports, sur nos murs, mais sans avoir un espace qui est vraiment consacré pour l'affichage, mais que c'était quelque chose qui venait en plus, finalement ça ferait une sorte de réalité augmentée mais sans lunettes à porter. Et cette idée-là, je la trouve cool. Alors peut-être qu'en plus il y a des plus grosses dérives que si on avait des écrans consacrés à l'affichage comme c'est le cas aujourd'hui, mais j'ai la naïveté de penser que ce serait sympa de dire que l'affichage c'est pas un espace sacralisé, mais que c'est quelque chose qui se distille là où c'est utile. Et peut-être que du coup on serait amené à consulter des contenus, on serait peut-être amené à moins passer de temps à consulter du contenu bête. Je sais pas, c'est peut-être ma vision. Attends, mais Guillaume, on a un contrat avec LG. Non, parce que là, si tu veux, c'est exactement le concept des écrans transparents et enroulables chez LG. Il faut déclarer nos ça, sponsorisations, c'est ça? Dans les restaurants ou dans les transports publics. Et puis on avait aussi eu cet écran enroulable. Hein, c'était vraiment une télé qui se déroulait comme ça et qui était transparente. Donc là, t'es en train de nous, c'est exactement ça. T'es en train de nous donner tous les trucs à LG. Alors j'aimerais savoir, est-ce qu'on a un contrat? C'est le service presse d'LG qui m'a fourni tous les documents. Mais c'est en y réfléchissant. Le pire de tout, c'est que c'est vrai exactement ça. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu dis. Le but, en faisant un écran transparent, c'est justement de plus avoir un gros carré noir. C'est d'avoir quelque chose qui se fond dans le décor et qui s'intègre mieux et qui soit plus naturel. En tout cas, c'est comme ça qu'il présente. Et écoute, pourquoi pas, oui. Mais c'est pas demain la veille. Ah bah si, on va passer... C'est au contraire, c'est demain la veille, parce qu'à mon avis, pour l'instant c'est extrêmement cher, mais dans 5 ou 10 ans, je pense que ce sera tout à fait possible. Ah, tu penses? Oui. Ok. Oh, je suis ravi de vivre à l'époque dans laquelle on vit. Si ça arrive dans quelques années, je serais vraiment hyper excité. J'ai du mal à penser que la situation qui peut être décrite là dans nos discussions puisse arriver aussi vite. Mais bon, écoute, on verra. Pas 74 000 euros, c'est pas pour tout de suite. Mais dans 5 ans, franchement... Patience. Bon, grâce à la rémunération de la sponsorisation d'LG, on va y arriver. En plus, les pauvres LG, c'est souvent que je les ai critiqués dans des précédents épisodes. Donc après tout, je remets un peu d'équilibre là-dedans. On va parler des PC, Guillaume. Oui, parce que bien sûr, il y avait aussi des PC au CES, comme tous les ans. Hein, mais pour le moment, rien de trop foufou. Enfin, en tout cas, bon, voilà, j'ai regardé. Ça, c'est en cours. Donc, il y aura peut-être des trucs un petit peu plus intéressants ou un petit peu plus fous la prochaine fois. Mais là, j'ai vu surtout le Lavi Mini de NEC. Un petit concept, une sorte d'enfant illégitime d'un Ultrabook et d'une Switch. Donc en gros, c'est un mini PC de 8 pouces. Moi, j'aime bien les mini PC, tout ce qui est petit et mignon. Donc un mini PC de 8 pouces de 600 grammes avec un Intel de 11e génération doté d'un dock TV. Donc tu le mets dans le dock et ça, voilà, tu peux avoir un grand écran, tu peux l'utiliser en grand écran. Il a aussi un dock manette. Alors c'est pas vraiment un dock, c'est une sorte d'accessoire dans lequel tu le glisses. Et donc c'est une sorte de réceptacle dans lequel tu le mets. Et de chaque côté, il y a des manettes et ça rend l'ensemble très proche d'une Switch et du concept d'une Switch, puisqu'il y a vraiment un dock pour l'envoyer sur la télé, un dock pour avoir les manettes. Donc c'est vraiment le concept du truc un petit peu portable et multi-usage. Moi perso j'adore évidemment, mais bon, malheureusement c'est un NEC, donc c'est des BAC qui sont à destination du Japon, en tout cas en priorité.
Et bon, on avait aussi des PC plutôt classe. Moi, j'ai vu le HP Dragonfly, donc multimode, tactile, avec écran HDR, que tu peux mettre, tu sais, en mode tente, là, tu peux le mettre en mode, voilà, comme si c'était une grosse tablette. Ou bien le Folio, il y a aussi le Folio. Alors, le Folio, lui, c'est ultra fin, finition cuir, donc très classe, avec un stylet, un système de pied pour escamoter le clavier, qui sera d'ailleurs sur Qualcomm 8CX de deuxième génération, avec tous les avantages et les inconvénients que ça suppose. Bon, ça rappelle un petit peu les Surface X, et les portables ARM d'ailleurs continuent d'essayer de percer, on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, on a aussi vu la Surface Pro 7 Plus, un petit refresh qui n'a pas énormément d'intérêt, puisque de toute façon elle est réservée au business. Et bon, il y avait Intel aussi qui était là, pour annoncer qu'il allait pas se laisser rouler dessus par Apple et AMD sans rien faire. Donc il commence par agiter très fort ses petits bras. Donc les corps de génération 11 de bureau en Rocket Lake S seraient 19% plus rapides à fréquence égale que la génération précédente. Donc on est en 8 cœurs 16 threads et jusqu'à 5,3 GHz ou 4,8 GHz avec tous les cœurs actifs, donc c'est quand même énorme. Et tout ça, c'est encore en 14 nanomètres. Alors celui-là, il aura été mais bien rentabilisé de process, il n'y a vraiment pas de problème. Parce que pour l'instant, le 10 nanomètres, c'est encore réservé aux portables. Alors pour le futur, un poil plus lointain, Intel a quand même montré des protos d'Alder Lake, donc les générations 12, qui seront gravées en 10 nanomètres super fines, avec une nouvelle micro-architecture. Et surprise, ces CPU seront hybrides, comme on le voit chez la concurrence, avec un cluster puissant, donc un cluster puissant encore, et un cluster économe en Atom, donc Alder Lake, qui est prévu d'abord sur portable, puis sur desktop, donc ce sera une architecture normalement universelle. On suppose qu'il pourrait proposer jusqu'à 16 cœurs, les premières arriveraient au second semestre, et effectivement, cette architecture hybride rappelle quand même pas mal les M1. Bon, AMD a aussi présenté d'ailleurs j'ai vu passer assez rapidement, puisque la conf était cet après-midi, enfin ce soir, 17h, donc j'ai vu passer que très rapidement pour l'instant, pas la réponse, mais en tout cas des annonces d'AMD, donc en particulier les Ryzen 7, la série des 5000 pour portable, donc les 5008U par exemple, qui sont en 8 cœurs 16 threads à 15 watts, qui vont jusqu'à 4 GHz, 4,4 GHz. Donc voilà, comme prévu, c'est pas entièrement de la faute d'Apple, mais effectivement, comme prévu, on commence à voir venir les nouveaux processeurs qui vont proposer des flopées de cœurs. Apparemment, le 8 cœurs, ça va devenir quelque chose d'à peu près normal dans un PC un petit peu costaud au semestre prochain. Valentin, je crois que c'est une tradition que je suis en train d'identifier, que j'avais pas vraiment formalisée en tant que telle au fil des épisodes de Tech Café, mais en général, quand il y a une nouvelle voix dans un épisode, j'aime bien demander quel profil d'usage tu as. Alors que ce soit dans ton travail ou à titre perso, tu nous as déjà dit que tu étais plutôt gamer PC. Est-ce que tu es plutôt au quotidien Mac, PC, et surtout comment tu vois un petit peu ces propositions là dans le cadre du CES? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton regard? Ouais, alors j'ai plutôt un passif de gamer PC. Je dois avouer que maintenant je joue encore beaucoup, mais plutôt dans l'écosystème Blizzard et plutôt sur WoW classique. Donc j'ai pas besoin, je peux très bien jouer sur la version Mac de WoW classique, tout se passe très bien. Donc je suis encore très Mac. J'ai un seul outil qui est mon MacBook, qui est un Pro 13 pouces, assez classique, mais que j'utilise aussi au quotidien. Mais je suis tout le temps sur mon ordinateur. Je me lève le matin pour faire la veille, etc. Je l'ai parfois encore dans mon lit pour directement préparer les sujets sur Trello. C'est un danger. Je me fais souvent taper sur les doigts. Mais sur le côté, donc ça c'est plutôt mon côté utilisateur. Par contre, on regarde ce que j'ai pu voir dans le côté PC, c'est pas des sujets qu'on traite donc sur Cycle Digital, mais c'était plutôt des laptops avec de la 5G. Ce que j'ai trouvé assez révélateur sur comment on pense maintenant la future utilisation des laptops et à quoi ils vont servir. Alors peut-être que j'ai pas vraiment la bonne projection sur l'utilisation, mais ça veut dire c'est assez révélateur sur qu'est-ce que va être notre mobilité dans le travail et peut-être pas que dans le travail avec la connectivité. Ça se trouve on va partir en vacances, on peste tous quand on va, je sais pas moi, à l'île de Ré ou au fin fond de la Bretagne, que le Wi-Fi il est pas bon, etc. et qu'il nous suffira peut-être juste d'avoir une SIM 5G dans notre laptop et en fait on aura un accès illimité avec de la data illimitée et avec des performances qui seront bien au-delà de ce qu'on peut être quand on est perdu lorsqu'on est à la campagne. Donc ça c'est plutôt côté user, mais côté professionnel me semble aussi tout aussi important à utiliser un petit peu n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Alors que on voit souvent des gens à la gare qui sont un peu dépendants à chercher la borne Wi-Fi, à essayer de se connecter sur le Wi-Fi du McDonald's, etc.
Je trouve que c'est assez, c'est peut-être marquant sur une nouvelle génération et de PC et de services et de simplicité pour les gens qui travaillent. Ouais, si on continue notre analyse de tout à l'heure avec nos écrans transparents qui sont répartis partout dans notre quotidien, c'est sûr qu'on attendra avec impatience le fait d'avoir une connectivité encore plus exacerbée que ce qui existe aujourd'hui. Bah, tu sais, les ordinateurs ont depuis assez longtemps accès à des modems 4G. Les ordinateurs où tu peux mettre une SIM et de la data, ça existe depuis un bon moment quand même. Hein. Et d'ailleurs, il me semble que c'est le cas du Surface Pro X, non? D'ailleurs, enfin, c'est le cas de plein d'ordinateurs plus ou moins pro. Oui, mais est-ce que c'est vraiment traduit dans les usages? Et j'imagine que s'ils continuent à en développer et à les produire, c'est que vraisemblablement ils ont des retours en ce sens. Mais j'ai le sentiment que dans les usages, c'est pas encore quelque chose qui est très répandu. On continue à avoir notre forte connexion chez nous et à la limite, quand il y a besoin d'une connexion 4G, c'est suffisamment anecdotique et pas pratique peut-être pour qu'on le fasse via le smartphone. Tu vois, je sais pas si c'est souvent utilisé les modems mobiles sur les PC. C'est cher. Enfin, je veux dire, il faut payer un deuxième abonnement. Ouais. Donc peut-être. C'est vrai aussi. Ouais. C'est aussi c'est aussi un frein tout simplement. Ouais, c'est vrai. Alors autre chose qui pourrait être connecté partout où ils seront, ce sera les robots. Alors là, s'il y a bien quelque chose d'emblématique en termes de développement technologique du futur, c'est ça. T'as déniché 2 petits robots et tu les aimes, hein, les robots, Guillaume. 2 petits robots qui ont retenu ton attention. Mais oui, chaque année dans le CES on a des robots et c'est cool. Donc on en parlait en ouverture. Hein, Rehakim présentait donc entre autres un robot. Le robot s'appelait le Chloé UVC de LG. Alors c'est quoi ? C'est un robot autonome qui est donc grosso modo un Roomba avec d'énormes néons UV montés dessus qui va stériliser automatiquement les pièces des commerces, ce que vous voulez. Hein. Je pense que vous pouvez en avoir un chez vous, mais c'est peut-être un petit peu exagéré. Donc dans le même... Il est saut 2020 celui-ci. Ouais, il est saut 2020. D'ailleurs dans le même goût, il y a la lampe UV pour clavier de chez Targus. C'est une lampe UV que tu mets devant ton clavier qui stérilise ton clavier. Voilà. Donc alors je suppose que pour que ça ait un intérêt, il faut qu'évidemment il y ait plusieurs personnes qui utilisent ce même clavier, sinon tu gardes tes germes et tout va bien. Mais voilà, donc c'est effectivement saut 2020 aussi, ce truc-là. Enfin bon, pour les robots, chez Samsung, on y va très fort, hein, puisqu'il y a Handy, donc un gros cylindre noir avec un long bras grêle comme ça, et des yeux cartoon assez rigolos, et selon la vidéo, Handy peut remplir le lave-vaisselle, verser un verre de vin, etc., faire des clins d'œil. Alors il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a aussi BotCare, qui est plus prosaïque, c'est une sorte de petit machin qui est plus proche du R2D2, qui est capable, je cite, de s'occuper des petits détails du quotidien. Voilà, comme par exemple de vous amener la tablette pour faire comme votre vidéo. Maman. Exactement. T'inciter à faire un break, te faire des cookies avec un verre de lait. Non, ça je crois pas, parce qu'il a pas de bras, hein, donc il n'y a pas de bras, pas de chocolat, c'est bien connu. Donc je ne sais pas exactement à quoi ce truc peut vraiment servir, puisque la vidéo est assez courte et qu'on n'a pas énormément de cas d'usage. Bon, plus clair et peut-être plus proche de nous, le JetBot 90 AI+, hein, qui est un aspirateur robot avec, attention, un lidar. Donc ce truc voit votre pièce en 3D, évidemment il a une intelligence artificielle, et apparemment il est très très doué pour détecter les combats entre votre chien et votre chat et passer derrière. Enfin ça c'est d'après la vidéo de promo. Bon. J'ai quand même aussi retenu les Français de chez Pollen, je crois, qui ont donc présenté un robot qui s'appelle Reachy, R-E-A-C-H-Y. Alors c'est un torse robot avec une tête toute mignonne qui peut être téléopéré avec un casque de réalité virtuelle. Alors c'est assez simple, là, vous voyez ce que voit le robot dans le casque, et avec les contrôleurs Vive ou autres, vous opérez les bras et les mains, mais en fait directement, puisque c'est vraiment en réalité virtuelle, donc ça facilite grandement la prise en main du robot, donc la téléopération devient complètement intuitive, et donc tout le monde peut le faire, quoi. S'il y a bien quelque chose qui pourrait symboliser le non-siècle digital, ce serait peut-être la robotique. En tout cas, moi, je le souhaite. Valentin, qu'est-ce que tu penses de ces propositions robotiques ? Je sais que c'est un sujet que vous traitez souvent sous l'angle de Boston Dynamics, qui est évidemment très emblématique dans le monde de la robotique, mais est-ce que c'est un sujet que tu suis aussi ? Alors aussi, ouais, c'est des sujets qu'on suit plutôt sur les évolutions techniques, avec tout ce qui peut être parfois lié à la robotique molle ou d'autres évolutions dans ce qu'on voit être les robots demain. Après, c'est toujours intéressant aussi d'avoir le regard asiatique et souvent japonais dans les robots qui peut-être aussi prennent conscience qu'ils ont une population qui diminue avec de plus en plus de personnes âgées, et peut-être que finalement ce qu'on a pu vivre ou voir parfois dans des animés dans les années 90 avec des robots un peu partout sera peut-être un jour un futur, je leur souhaite pas du tout. Mais c'est toujours intéressant à voir que ça vient de chez eux et que ça naît peut-être d'une peur un peu culturelle de vouloir en développer, et que finalement de cette peur va peut-être naître une vraie société au Japon.
C'est une petite aparté. Le côté robotique, effectivement, il est assez prenant chez nous parce qu'on est des grands curieux et on s'en émerveille. Mais surtout, c'est des choses qui pour l'instant sont très chères et difficiles pas forcément accessibles, mais qu'on va, comme les écrans et ce futur monde d'écran un petit peu à la Minority Report. Ce qu'on découvre au CES, c'est souvent parfois, à force de les voir et de les voir arriver une fois, deux fois, trois fois, au bout de 5 ans, en fait, traduisent vraiment quelque chose qui va peut-être naître de manière assez profonde chez nous. Et j'aime bien ce petit robot français, effectivement, qui vient de chez Pollen, et je crois bien l'avoir vu alors, dans une version plus ancienne sur un Vivatech, et il faisait des cocktails, je crois, de jus de fruits. Mais le voir là opérer avec de la VR, je trouve ça assez bizarre aussi dans leur relation. Si je transpose ça dans l'univers professionnel, après l'univers personnel, peut-être qu'on pourra avoir faire des petites batailles de robots ou avoir un peu des choses un peu plus rigolotes dans le côté loisir. Mais si je prends le côté travail, je trouve ça assez spécial. Ça veut dire qu'on pourrait être de chez nous à travailler et animer un robot de loin avec un casque de VR. C'est assez bizarre. Je sais pas à quoi précisément Pollen a essayé de le mettre en contexte, à part effectivement de l'amusement et rentrer des cubes dans des petits trous, mais c'est assez je sais pas, je suis assez perplexe en fait sur comment je peux arriver à voir à quoi ce robot là va pouvoir servir. Ça fait très réflexion, là aussi, 2020, distanciation sociale, comment est-ce qu'on peut jongler là-dessus? Ouais. Iras-tu chercher ton pain avec ton robot? Ou plutôt y aller toi-même? Si ça peut m'empêcher d'attraper le Covid-22, volontiers, je pense. Et puis alors, bon, le CES, c'est toujours, encore et toujours, comme dans tous ces salons, des trucs. Guillaume, c'est quoi les trucs de ce CES 2021, les trucs un peu bizarres? Bah heureusement qu'il y en a aussi quand même des trucs un petit peu, hein. Des trucs dont le succès commercial est plus flou, mais qui sont marrants ou intéressants. Alors, il y avait des lunettes cette année, hein, pas mal de lunettes. Alors TCL présentait son Wearable Display, donc des lunettes écran géant, voilà, pour se faire une toile dans le train, et puis c'est à peu près tout, je pense, hein, voilà, ou jouer à la, je sais pas, jouer au PC, je sais pas exactement, mais c'est à peu près ça. Alors, ça me rappelle, enfin, c'est pas du tout le première de son genre, hein. Je me rappelle les Sony Glastron qui sont sortis il y a une vingtaine, enfin, je sais pas, dans les années 90, il me semble. Ce nom. Ou dans les années Glastron. les Glastron, vous chercherez, c'est assez marrant. J'en ai eu en plus le pire. Enfin bon, bref. Donc Et t'en avais fait quoi? Et ben j'avais un petit peu, j'avais regardé quelques trucs avec. Et après je me suis rendu compte que c'était peut-être pas exactement, très mature comme technologie, mais c'était marrant. C'était très très marrant. Ah, c'est beau ta transparence dans ton témoignage. C'est vrai, je te jure. Enfin bon, il y avait plusieurs modèles en plus, mais on va pas rentrer là-dedans. On va rester au CES 2021 où il y avait les Vuzix aussi, les Vuzix à micro LED, alors qui reprennent le concept des Google Glass, mais avec un HUD holographique, puisqu'il y a deux projections. Il y en a une sur chacun des verres, hein, chacun des verres de ces lunettes qui sont très discrètes d'ailleurs, très normales. Alors les micro LED en plus permettent d'économiser pas mal d'énergie puisque seuls les pixels affichés consomment, et donc on a plutôt affaire à des espèces d'hologrammes en transparence comme ça qui t'affichent des infos à la demande. Voilà, ça a l'air plutôt au point. Cela dit, bon, c'est comme les Google Glass, faut en avoir une utilité, on va dire. Et bon, d'ailleurs, c'est devenu pour les pros, les Google Glass, et là aussi pour les pros, il y avait aussi les Lenovo Think Reality A3, qui sont des lunettes de réalité mixte, qui sont en fait faites juste pour afficher des écrans virtuels, en plus de ton écran réel, donc on peut avoir jusqu'à 5 écrans virtuels en plus de l'écran de ton portable, par exemple. Donc c'est idéal pour travailler sur un dock confidentiel ou mater du porno, hein, en toute discrétion, et en toutes circonstances. Donc elles n'ont pas besoin d'être alimentées, hein. Tu mets une prise USB-C, tu branches avec une prise USB-C tes lunettes, tu les chausses, et tu as un espace de travail immense comme ça. Donc ça peut être relativement pratique, je pense. Et bon, sinon, il y avait aussi d'autres trucs. Alors voilà, évidemment, hein, on peut mentionner que OnePlus se lance dans les smartbands, ou Yves Saint Laurent se lance dans les gadgets, ce qui a dévoilé un rouge à lèvres électronique qui permet de personnaliser sa teinte et qui est en substance une sorte d'imprimante à jet d'encre, mais pour les lèvres. C'est une idée intéressante, je trouve, assez rigolote. Moi, je pense qu'on est hyper mal placé là entre trois mâles pour parler spécifiquement de cette invention. Non, mais de l'extérieur, je trouve ça hyper intelligent. En fait, je trouve que c'est marrant d'y avoir pensé. Voilà. Après, est-ce que ça a une quelconque utilité? Bon, mais je trouve ça marrant d'avoir pensé au concept de l'imprimante, puisqu'en fait, ça se recharge avec des cartouches d'encre, ni plus ni moins. Je suis pas sûr que l'aspect, j'en sais rien d'ailleurs, j'ai absolument pas creusé le truc. J'allais partir sur le fait que d'un point de vue écologique, c'était peut-être pas génial, mais en fait, j'en sais rien. Les rouges à lèvres, c'est jetable. Oui, c'est ça, effectivement, je sais pas.
Parfait. Eh ben, je vous propose qu'on enchaîne sur notre traditionnelle et néanmoins excitante rubrique jeux vidéo avec des dates de sortie anticipées non pas anticipées mais identifiées pour la PlayStation 5, Guillaume. Ouais, surtout pas anticipées, ouais, parce que bon, c'est toujours au CES, hein, Jim Ryan sur fond noir, donc est revenu avec un instant PlayStation au CES sur le lancement de la PlayStation 5 qu'il a dit être le meilleur d'une console de tous les temps. Alors, il a pas donné les chiffres, mais en fait, c'est vrai, sauf au Japon, globalement, où le Japon, c'est plus vraiment une priorité pour Sony, apparemment. Mais mis à part ça, oui, c'est quand même un excellent lancement. Bon, après, on a aussi des dates de sortie, des nouvelles informations, en tout cas pour les dates de sortie, pour plusieurs jeux. Et là, c'est pas super génial. Bon, Ratchet & Clank, par exemple, c'est pour 2021. C'est bien, mais quand? Parce que ça devait être dans la fenêtre de sortie. C'est large 2021. Et voilà, 2021, c'est ça, c'est un petit peu vague. Forbidden West, c'est pareil, 2021, donc c'est toujours mentionné pour PS4 aussi, donc ce sera PS4 et PS5. Quand on voit la gueule de Cyberpunk 2077 sur PS4, on se dit peut-être il aurait mieux valu faire, tu vois, l'impasse et la cross-gen, ça a quand même ses limites, mais bon, on verra. Bon, Returnal, par contre, ce sera le 19 mars. Donc, il y a aussi Hitman 3, que ce sera le 20 janvier. Il y a Solar Ash qui sera pour juin 2021. Kena, Bridge of Spirits, qui c'est mars 2021. Donc, et Stray, c'est octobre 2021. Donc, bon, écoute, on a des dates au moins. Par contre, c'est vrai que pour Pragmata, donc ceux qui attendaient Pragmata, c'est en 2023. Pour Ghost Warrior Tokyo, c'est octobre 2021, donc ça va. Pour Project Atia, c'est 2022, donc il y a quand même des trucs qui sont projetés assez loin, quoi, on va dire. Et surtout, Gran Turismo 7, c'est pour... Voilà, on ne sait pas. Donc, effectivement, il y a des jeux qui arrivent, hein, mais il faut quand même attendre un petit moment. C'est un peu dommage, parce que je trouve que la PlayStation 5 manque un petit peu de trucs qui pètent. Il y a une hype autour de cette console qui est, je trouve, incroyable. J'ai l'impression que d'un point de vue pragmatique, il y a, à part les licences, pas forcément d'éléments qui justifient une telle hype. Mais bon, c'est peut-être un regard extérieur. Et puis je vais pas me lancer dans un sujet. D'un point de vue sur pragmatique, lequel je te dis, c'est 2023. On termine notre rubrique jeux vidéo. On pouvait pas passer à côté de ce clin d'œil. Alors moi aussi j'ai bien ri. A priori il y a pas que moi. Moi j'ai ri en découvrant cette info et en m'imaginant ce que ça a pu être. Mais je suis pas le seul donc à avoir ri. Ça concerne Microsoft et une tentative de rachat de Nintendo dans le passé, Guillaume. Ouais, c'était en l'an 2000. Hein. Souviens-toi, la peur du bug était juste passée, mais on était encore sous le coup de l'angoisse. Nous étions extatiques devant la Dreamcast. Hein, enfin moi en tout cas. Mais voilà, c'était aussi une période sombre, puisque c'était les années Balmer chez Microsoft, et justement, Microsoft préparait sa Xbox. Et ils se sont dit, une console c'est cool, mais une console avec des jeux, c'est mieux. Et qui sait bien faire des jeux, voilà, mais qui a une console qui pue? Nintendo, il y avait la Nintendo 64 à l'époque, une console qui pue. Donc, ils ont fait venir les gens de chez Nintendo pour discuter d'une joint venture, ou carrément d'un rachat, en leur disant exactement ça. Les gars, arrêtez d'essayer de faire des consoles, nous on a le power, vous faites les jeux pour nous on vous donne le matos, on va tout casser. D'après Kevin Baku ou Bachu, je sais pas trop comment il s'appelle en fait, les gens de chez Nintendo se sont fait pipi dessus de rire pendant une petite heure et sont repartis détendus. Ça a fait leur journée, il n'y a pas de problème. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'histoire leur a donné raison. Excuse-moi, allô? Oui, c'est tout. Ah, je croyais que t'allais enchaîner. Moi, je pouvais pas m'empêcher, en lisant l'article, de m'imaginer, tu vois, le parterre de salariés Nintendo qui prennent connaissance de la demande, qui se disent, bon, pourquoi est-ce qu'ils viennent nous voir, Microsoft? Ils écoutent, puis le rire bien gras et bien illimité. Bon, tu nous as dit, Valentin, que tu étais plutôt joueur PC. Je sais pas si ces actualités autour des consoles, en particulier des consoles nouvelle génération, te suscitent une remarque éventuelle. Bon, alors j'ai encore ma vieille PS4, mais je suis plutôt en train de réfléchir, la voyant un peu souffrir, à plutôt partir sur Stadia et tabler plutôt sur l'évolutilité d'une seule et même plateforme. Mais en fait, j'aurais éventuellement juste à changer une manette plus tard, et pas mon abonnement et pas la console. Donc ça c'est plutôt ma réflexion sur comment on va vivre un peu les consoles, et c'est peut-être effectivement la dernière génération avec la PS5 et la Xbox Series X, je crois.
Je suis un petit peu. En plus, non, je suis pas. Heureusement que je suis pas journaliste gaming. Je pense que je me ferais taper dessus. Et par contre, effectivement, le côté Nintendo, hyper intéressant de voir Microsoft, parce que si on revient au passif, en fait, Microsoft, ils ont plutôt bénéficié de la fin lente et douloureuse de Sega, plutôt que versus Nintendo. Et Sony, et en fait ils sont arrivés, ils ont pris une part de marché qui était immense. Je crois qu'ils ont pris 30%, je crois, je me rappelle plus de cette histoire là, mais en fait la sortie de la Xbox a été hyper marquante en termes de puissance sur le marché des jeux vidéo et des consoles pour Microsoft, donc c'était assez marquant. Donc heureusement plutôt qu'on a eu un troisième acteur, ce qui a aussi donné plus de choix, et ce qui a permis vraiment aujourd'hui de distinguer Nintendo de Microsoft et de Sony. Aujourd'hui, Nintendo, c'est des consoles qui sont plutôt universelles, et tu vois, si dans un futur un peu plus lointain on a des consoles qui n'existent plus, moi je vois mal Nintendo ne plus faire de consoles, et je pense qu'ils nous le font bien sentir avec tout ce qui peut être lié à la fois au sport et à la fois aussi je me rappelle plus comment ça s'appelle, les petits jeux en carton avec lesquels on peut mettre les Joy-Con de la Switch. Pour les gamins, tu peux faire une voiture, tu peux faire un truc pour jouer Labo. Avec une canne à pêche. Voilà, Nintendo Labo. Voilà, je trouve qu'il y a, d'un point de vue, mon regard de l'extérieur sur le marché, et vraiment la distinction entre ces marques-là, c'est qu'on va peut-être avoir un futur avec tous ces gros acteurs qui vont se bagarrer sur le cloud gaming, ou les nouveaux jeux, etc., qui va être Microsoft, Google, Sony, peut-être Nvidia s'ils s'en sortent, et Amazon quand ils arriveront, si c'est pas déjà le cas, et d'un côté Nintendo qui va faire son petit bonhomme de chemin avec ses super licences, tous les jeux Mario, Luigi et compagnie, et qui marcheront toujours vu le succès de la Switch et vu le succès des jeux qui sont sortis avec la Switch. Et j'ai oublié Zelda. Mais c'est sûr, enfin, c'est vrai que quand on y réfléchit, Nintendo, ils ont ce côté un peu monopole de leur ADN qui est imbattable, quoi. C'est assez incroyable de voir ça, je trouve. Et je revoyais encore une fois aujourd'hui la vidéo là qui a été diffusée autour de Super Mario 3D World, Bowser Fury là qui va sortir sur la Switch en février. C'est incroyable de voir des jeux comme ça Wii U qui ressortent et qui ont beaucoup d'échos positifs de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Bon, il y a les détracteurs qui se taisent maintenant, ils sont habitués, mais ils ont quand même un ADN bien à eux qui est assez remarquable. On a fait le tour des news qu'on voulait vous partager pour cet épisode de Tech Café. C'est le moment incontournable où on va vous rappeler où vous pouvez nous retrouver tous autant que nous sommes. Déjà, merci beaucoup Valentin de nous avoir accompagnés pour cette émission. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pu t'entendre avec nous. Est-ce que tu peux rappeler aux gens qui nous écoutent où on peut te retrouver? J'imagine qu'on peut te retrouver sur un site internet, mais peut-être pas que. Alors, on peut me retrouver sur Twitter avec un petit @vblanchot, tout simplement, BLANCHOT, et sur siècledigital.fr. Merci Valentin. Allez regarder le site web, ça fait partie de ces médias français qui relaient une actu-tech qui est intéressante à suivre. Merci beaucoup Guillaume d'avoir préparé cette émission. Où est-ce qu'on peut te joindre, Guillaume, si on veut te contacter personnellement? Oulala, ça va être compliqué parce que là, je vais essayer de partir au Japon pour choper un NEC Lavi Mini, mais bon, ça c'est quand le chèque de LG sera arrivé. Oui, chaque chose en leur temps. Il y a 60 jours de paiement, je crois, pour les campagnes médiatisées, donc on a un petit peu de temps encore. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur Twitter, sur Instagram, tout est Guillaume Vendée. Merci beaucoup pour votre écoute. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit clin d'œil, puisque comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à écouter Tech Café en 2020. En fait, on a doublé le nombre d'écoutes entre 2019 et 2020, donc ça fait vraiment très 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 plaisir de voir que le temps qu'on passe à avoir l'animation autour de cette émission, tout le travail de préparation, de veille, de restitution et de mise à disposition du podcast suscite votre écoute et votre engouement. Donc merci beaucoup. Si vous voulez le témoigner financièrement, je vous invite à aller sur patreon.com/techcafé. Si vous voulez le témoigner d'un point de vue un peu plus échange et discussion, vous pouvez aller sur Discord. Le lien est dans les notes de l'émission. Et n'oubliez pas encore une fois d'aller nous suivre sur Instagram pour suivre des actus tech qui vous sont diffusées chaque jour. N'oubliez pas aussi, si vous avez encore un petit peu de temps et un petit peu de place dans votre application de podcast, d'aller vous abonner à Paraculte, notre podcast participatif sur la pop culture, et à Relife, un podcast que je co-anime avec mon ami prof du web, Matt, sur l'amélioration du quotidien. Merci beaucoup de votre fidélité. On se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.